C'est reparti pour l'après-midi. J'espère que vous avez bien mangé. Vous avez remarqué, je suis le même gars qui a fait l'intervention de ce matin. On fait du recyclage. Voilà, c'est moi aussi qui fais les cafés. Do- Ouais, à la pause, mais il y a pas de pause hein, pour l'après-midi. Donc, pour illustrer la façon dont on peut se coordonner entre partenaires pour éviter les ruptures de parcours sur le territoire, on va vous présenter cet après-midi différents dispositifs et situations, à la fois dans le secteur enfant et le secteur adulte. Donc, on va commencer par le secteur enfant. Vous allez voir, on va vous présenter 3 dispositifs, 20 minutes chacun. Donc ça fait 1 heure en tout. Et puis après, on fera 15 minutes de questions. Et puis après on passera aux adultes. 2 situations pour les adultes d'une demi-heure chacun. Alors, c'est moi le modérateur. Donc, je contrôle le temps avec le réveil de mon fils. Voilà. Et donc, je vais vous laisser vous présenter. Bonjour, je m'appelle Daphné Bruno, je suis directrice adjointe sur le CESAD La Clé et les unités d'enseignement, donc avec la fondation John Bost. Et moi, je suis Ridel Roman, je suis coordinatrice sur les unités d'enseignement depuis avril. C'est un poste qui vient d'être créé. Oui, pour John Bost aussi. Je vais un petit peu trop vite là. Alors, donc au niveau des unités d'enseignement, donc ce que dit la loi, donc la loi du 11 février 2005, qui pose clairement le droit de tout enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap à une formation scolaire, professionnelle ou supérieure correspondant à ses besoins et ses aspirations. Donc, afin que ce droit puisse être appliqué au bénéfice des élèves accueillis dans des établissements de santé ou médico-sociaux, le décret du 30 décembre 2005 prévoit la mise en place dans ces établissements d'unités d'enseignement. La mission donc, de ces unités est d'organiser pour chacun de ces élèves un parcours de formation conforme à son projet personnalisé de scolarisation. Donc, ces unités sont implantées dans les écoles ordinaires. Elles sont donc essentielles pour permettre aux enfants porteurs du trouble du spectre autistique d'avoir accès à l'enseignement avec des aménagements et des outils adaptés à leurs particularités au sein des écoles. Les unités garantissent l'accueil et l'accès à des temps d'inclusion avec des enfants de leur classe d'âge et de référence avec l'expertise de professionnels autour de leur projet personnalisé. Donc, nous allons parler de 2 unités d'enseignement qui est chapeautée par la Fondation John Bost. Donc, il y a l'UMA, donc l'unité d'enseignement maternel autisme, donc qui est située à Éragny. Et l'autre que nous verrons après, c'est l'unité d'enseignement élémentaire autisme. Celle-ci est située à Vauréal. Donc, au niveau de l'unité d'enseignement maternel à Éragny, l'unité accueille 7 enfants de 3 à 6 ans. Les enfants sont scolarisés selon leur tranche d'âge. Ils ont des classes de référence. Ils sont accueillis au sein de l'unité d'enseignement, mais avec des temps d'inclusion en fonction de leurs besoins, parfois accompagnés par une éducatrice du dispositif ou parfois seuls lorsqu'ils en ont la possibilité et la capacité. Au niveau des unités, donc de façon générale, les unités d'enseignement maternel, elles ont été créées donc, dans la logique du 3e plan autisme en 2014. Donc celle d'Éragny est une des premières qui a été créée, une des premières UMA qui a été créée. Donc au niveau de l'UMA, ce qui est intéressant, c'est que ça permet à l'enfant d'être accompagné par
une équipe pluridisciplinaire au sein d'une école avec une enseignante spécialisée. Et au niveau de la continuité de parcours, c'est très intéressant parce que par la suite, en général, ils peuvent continuer sur un CESAD, donc scolarisé en classe ordinaire avec AESH et accompagnement du CESAD, ou parfois ils peuvent être aussi orientés en IME également. Au niveau du personnel de l'UMA, donc comme mentionné, donc il y a une enseignante spécialisée qui est toujours au sein de l'UMA. Il y a également 2 éducatrices de jeunes enfants, 2 AES, accompagnants éducatifs et social, une psychologue à mi-temps également, psychomotricienne à mi-temps aussi, une coordinatrice qui est présente sur les 2 unités, donc Romane. Et il y a également une assistante sociale qui travaille avec nous. Donc ça, c'est une journée à l'école. Donc on peut voir qu'il y a du pédagogique, donc tout ce qui est fait par l'enseignante, et de l'éducatif. Et en fait, c'est un travail en collaboration conjointe. Donc pour l'unité d'enseignement maternel, en fait, tout le monde est dans la même classe. Donc on partage tous les espaces, tous les temps de regroupement, donc fait par l'enseignante, comme dans les classes de maternelle ordinaire. L'équipe éducative, elle va être là pour accompagner et guider les enfants. On propose différentes activités. Donc, que ce soit sensoriel, la correspondance d'images, les habiletés sociales, la gestion des émotions. On propose plein de choses qui sont en lien avec l'école, c'est-à-dire qu'il y a un projet d'école. Donc, cette année, ça va être... L'année dernière, c'était le cirque. Donc, nos activités éducatives étaient en lien avec le cirque pour que ça soit vraiment une vraie collaboration. On a également sur l'accompagnement sur les guidances parentales. Donc, par exemple, à l'UMA, il y a des parents qui ont un diagnostic de leur enfant autiste en juillet et en septembre, ils nous rejoignent. Donc, c'est un gros travail avec les familles, justement, l'acceptation du handicap et tous les outils que nous, on peut mettre en place. On a aussi tous les temps périscolaires qui est assuré par le médico-social. Donc là, on va pouvoir travailler tout ce qui est lié à l'alimentation parce qu'on a beaucoup d'enfants qui ont des spécificités au niveau de l'oralité. Et donc, ça aussi un temps de travail pour eux. Et l'équipe du médico-social accompagne les enfants en classe d'inclusion. Ces temps-là, du coup, ils sont définis par l'enseignante qui dit que tel enfant doit aller dans cette classe pour ce temps. Et c'est les professionnels du médico-social qui les accompagnent avec leur expertise. Voilà. Donc, on vous a parlé de l'UMA. Donc, il y a 2 unités d'enseignement. Donc, l'unité élémentaire qui est située à Vauréal, donc la 2e unité. Donc là, du coup, c'est des enfants de 6 à 11 ans. Donc, il y a 10 enfants dans l'unité. C'est le même principe que l'unité élémentaire, donc avec une enseignante spécialisée et une équipe médico-sociale un peu moins importante que sur l'UMA. L'UMA, il y a un peu plus de professionnels du médico-social, mais c'est le même principe. Sur cette unité, donc l'unité élémentaire, il y a également une AESH qui est présente en tout temps. Par contre, il n'y en a pas sur l'UMA, donc c'est une petite différence. Donc, c'est le même principe que sur l'UMA, c'est-à-dire il y a des temps d'inclusion. Donc, il y a l'unité dans l'école et il y a des temps d'inclusion pour chaque enfant dans leur classe de référence, accompagnés ou non, et selon leurs besoins. C'est vraiment modulé en fonction des besoins et des capacités de l'enfant. Au niveau de l'unité élémentaire, il y a deux espaces, c'est-à-dire il y a 2 petites classes qui sont collées l'une à l'autre. Il y a un espace qui est plus pour le pédagogique et l'autre espace à côté qui est plus pour l'éducatif avec plusieurs petits ateliers. Il y a également une salle pour le médico-social, pour les pictos, un petit espace de travail. Donc, comme mentionné, c'est un peu le même principe que l'UMA au niveau de l'équipe qui compose l'unité, sauf qu'il y a un petit peu moins de médico-social. Sur l'UEA de Vauréal, donc une enseignante spécialisée, une AESH qui est présente sur tous les temps scolaires et périscolaires,
Une éducatrice spécialisée, 2 monitrices éducatrices, une psychologue à mi-temps et également une coordinatrice. Donc ça se ressemble un peu même au niveau des ateliers et de ce que propose l'équipe. Normalement, effectivement, il y a 2 salles. Donc vraiment, le côté pédagogique, c'est l'enseignante qui prend en charge les enfants sans la présence du médico-social. Et à l'inverse, lors des activités éducatives, il n'y a pas la présence de l'enseignante. On va travailler les habilités sociales, les jeux de coopération et la gestion des émotions. Il y a aussi un accompagnement sur le midi, comme à l'UMA. Où là, ça va être la même chose, des guidances de la part des professionnels pour l'accompagnement au repas. Et il y a aussi une guidance parentale. Et les enfants sont donc en classe d'inclusion, principalement avec l'AESH, mais il se peut que des enfants soient aussi accompagnés par l'équipe du médico-social, même si cela se fait plus rare. Les moments clés, donc déjà, il faut une notification au niveau de la MDPH pour les unités, donc ça c'est la base. Ensuite, il y a une commission de concertation en fonction du nombre de places qu'il y a à pourvoir. Donc une commission qui a lieu en général au mois de mai ou juin pour la rentrée suivante. Donc lors de cette commission, il y a, voilà, en général c'est à la MDPH, donc les représentants de la MDPH, des représentants de l'éducation nationale et des représentants du médico-social. Et donc, les dossiers sont vus à ce moment-là. Et en fonction des places, voilà, sont attribués. Également, il y a le COPIL. Donc, le COPIL, c'est un temps d'échange entre toutes les unités d'enseignement du 95. Il y a également des représentants de la MDPH, de l'ARS. Et là, c'est plus une discussion en fin d'année pour faire un bilan sur l'année écoulée, les axes d'amélioration à prévoir, les difficultés rencontrées, etc. C'est plus un point, un bilan de l'année. Donc ça, c'est le COPIL qui a lieu tous les ans. Au niveau des admissions pour le médico-social, donc en général, il y a un membre de l'équipe de direction, une professionnelle du médico-social, la famille et l'enfant, bien sûr. C'est une prise de connaissance, faire connaissance et essayer de déjà recueillir des informations de base sur l'enfant, aussi pouvoir recueillir aussi les souhaits de la famille par rapport aux futurs projets personnalisés. Et voilà, c'est un temps d'échange, à la fois d'échange et administratif. Le PPSA, donc projet personnalisé de soins et d'accompagnement, c'est le projet personnalisé, voilà, comme dans tout le médico-social. Pour le rendez-vous en tant que tel, donc il y a toutes les personnes qui entourent l'enfant au niveau de l'équipe médico-sociale, donc coordinatrice, éducatrice référente, psychologue, psychomotricienne, enseignante et la famille, donc une fois par an. Sinon, le SS, donc équipe de suivi de scolarisation, de scolarité, donc ça, c'est organisé par l'Éducation nationale pour faire le point donc, au niveau du PPS. Et donc là, c'est en présence de l'enseignante, la famille, le représentant du médico-social et pour faire un point sur voilà, l'accompagnement au niveau éducation nationale. Du coup, sur les yeux, on a besoin d'acteurs et du coup, ils sont nombreux. Donc il y a l'éducation nationale, notre principal partenaire pour le médico-social. Donc c'est eux qui engagent du coup l'enseignante spécialisée, c'est dans leurs écoles et une AESH donc pour l'unité élémentaire. Donc, on a le secteur médico-social, donc les éducateurs, les psychologues, psychomotriciens, pour accompagner en termes éducatifs. La famille, donc c'est les parents, les acteurs principaux dans l'accompagnement de leur enfant, c'est les experts. Je peux... Sélectivement. Il y a l'ARS, donc l'Agence régionale de la santé, et le rectorat. Eux, ce sont ceux qui pilotent, qui financent et assurent la cohérence des dispositifs. On a la MDPH, donc Maison départementale des personnes en situation de handicap, qui oriente et valide le projet de personnalisé de scolarisation des enfants. Ça fait de nombreux acteurs. Donc, en fait, avec tous ces acteurs et tous ces moments clés, la coopération de tous ces acteurs est indispensable. Donc, pour garantir la complémentarité des compétences. Donc, personne n'a la solution seule et unique, tandis qu'ensemble, les acteurs construisent un projet cohérent pour l'enfant et sa famille. Ça permet aussi de garantir un accompagnement global, éducatif,
donc par le médico-social, scolaire, donc par l'éducation nationale. Et ça favorise la continuité entre l'école et la vie quotidienne, parce qu'il y a les temps d'école, et sur les autres temps, c'est le médico-social qui prend le relais. Assurer une progression vers l'inclusion, grâce à une vision qui est partagée et des ajustements collectifs, donc dans toutes les grandes instances. Du coup, comment on coopère? Donc, il y a des réunions de coordination régulières, donc avec l'enseignante et les professionnels du médico-social. Il y a des formations croisées. Donc, l'éducation nationale peut avoir des formations sur l'autisme et les professionnels du médico-social aussi. Des co-interventions en classe pour faciliter l'inclusion progressive. Il y a des temps de réunion qui se font. Là, c'est avec l'école, la directrice de l'école et tous les enseignants de l'école, l'enseignante spécialisée du dispositif. Et maintenant, il y a un personnel du médico-social qui peut venir aussi intervenir. Il y a l'élaboration et suivi des projets personnalisés communs. Donc, le médico-social se rend présent pour les ESS, qui est vraiment plus lié au pédagogique. Et à l'inverse, l'enseignante de l'éducation nationale vient mettre sa patte sur tout ce qui est les PPSA. Et il y a le partage d'outils et de pratiques, donc tout ce qui est support visuel, pictogramme, programme éducatif. Là, c'est vraiment ce que nous, on apporte en termes médico-social. Nous, on apporte des outils pour mieux accompagner les enfants. Et donc, c'est un vrai appui pour l'enseignante qui fait partie du dispositif, mais c'est aussi des outils qu'on peut aussi apporter aux autres collègues de l'école. Donc, le bénéfice de la coopération. Donc, pour l'enfant et la famille, c'est un parcours fluide, rassurant et adapté. Donc, comme on a pu le voir tout à l'heure, par exemple, en sortant de l'UMA, l'UMA est rattaché au CESAD. Et à la fin de leur parcours UMA, ils ont une place au CESAD pour garantir le parcours de soins. Pour les professionnels, c'est un enrichissement mutuel et des cohérences des actions. C'est une certaine complémentarité. On a deux mondes très différents qui cohabitent et on cherche le mieux dans chacune de nos institutions pour mieux accompagner l'enfant. Pour l'école, c'est une culture de l'inclusion qui bénéficie à tous les élèves. Donc, ça permet aussi aux autres enfants de se rendre compte qu'il y a aussi des copains et des copines qui ont quelques particularités, mais ils font aussi partie de l'école. Voilà. Du coup, je vais vous partager la situation de Anna. Donc, j'ai été 3 ans éducatrice sur l'UMA avant mon poste. Et donc, Anna, elle arrivait en petite section de maternelle. Donc, sur l'UMA, avant, elle avait fait une toute petite section. À travers cette vignette, je vais montrer aussi toutes les personnes qui entourent la situation de cette petite fille. Donc, il y a une partie où c'est vraiment... elle a été orientée par l'hôpital de jour et elle a fait partie d'une petite section, toute petite section qui n'était pas dans notre école. Donc, on a pu échanger avec les partenaires d'avant pour en savoir un peu plus sur Anna. Puis, on a fait aussi une admission. Donc là, on a rencontré la famille en équipe pluridisciplinaire pour pouvoir avoir des informations et pouvoir l'accompagner au mieux dès son arrivée. À l'admission, pour les tout-petits, on propose un accueil qui est un peu segmenté pour leur permettre de s'habituer au nouvel environnement et à la collectivité. Et en sortie du MA, comme je le disais précédemment, on a un lien avec le CESAD. Donc, on peut prévoir des temps avec le CESAD une fois que le trinôme est défini pour qu'ils viennent observer l'enfant sur classe pour après, pour la suite du parcours, que ça soit plus fluide pour l'enfant. Au niveau de la situation sociale, en fait, on a pu travailler avec différents partenaires parce que la situation d'Anna était un peu plus complexe. C'est une petite fille qui vivait dans un hôtel social avec sa mère et qui partageait du coup des espaces, différents espaces partagés avec des personnes qui bénéficiaient de cet hôtel. Donc, il y a eu un travail avec l'assistante sociale de l'hôtel et notre assistante sociale de l'unité pour pouvoir échanger et essayer d'adapter au mieux le quotidien de Anna. Donc, il y a différentes instances qui se passent. Donc, il y a les ESS. Donc, ça, c'est tous les ans, c'est recalculé et ça permet de faire un point sur le côté pédagogique de l'enfant. Mais c'est aussi un temps où on ajuste et on voit si les moyens humains que bénéficie l'enfant sont suffisants ou si on peut diminuer. Il y a les PPSA, donc les projets personnalisés, et du coup, on parle aussi de l'orientation. Les autres temps, c'est les temps d'inclusion et les sensibilisations. Sur l'UMA et sur l'unité élémentaire, le médico-social fait des sensibilisations auprès des
collègues et aussi des enfants pour présenter les enfants et leurs particularités pour que ça soit mieux appréhendé par la suite. Anna, elle a pu participer à plein de projets d'école comme la chorale, des ateliers de sport qui bénéficiaient les autres élèves de sa classe d'âge. Et on a fait aussi pas mal de liens avec le centre de loisirs qui l'accueillait donc les mercredis et toutes les vacances scolaires, où là, on a pu apporter des outils, le médico-social, leur donner des pistes d'accompagnement pour que ça se passe au mieux pour elles. Et voilà. Donc, les temps forts en commun, donc la pré-rentrée. Généralement, le médico-social participe à la pré-rentrée du coup de l'éducation nationale afin qu'on puisse harmoniser la rentrée. On a eu donc les 18 heures de formation. J'ai eu la chance de participer avec l'éducation nationale et mes collègues du médico-social. On a fait 18 heures sur les mercredis. On les a avec l'éducation nationale pour pouvoir leur apporter des pistes et mieux comprendre ce qu'était l'autisme. Voilà, c'est un temps très important. Et la participation de l'enseignante ressource aux réunions, du coup, le médico-social, on a des réunions tous les mercredis matins. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir l'enseignante ressource autisme qui intervient avec notre enseignante spécialisée au faisant fonction. Elle vient intervenir dans notre classe et le mercredi, on peut faire vraiment un point conjointement pour essayer d'adapter au mieux nos pratiques à toutes. Pour conclure, donc l'inclusion n'est pas l'affaire d'un seul acteur, c'est le fruit de la coopération constante entre l'école, le médico-social, la famille et les institutions. Merci beaucoup pour cette présentation de ce dispositif. Et maintenant, je vais vous demander, Christelle Cabre et la pétillante Anne Cormier, de venir, s'il vous plaît, nous rejoindre, qui vont nous présenter le dispositif Hors des murs Vexin. À vous la parole. Merci, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Christelle Cabre, médecin généraliste à Magnan-Vexin en libéral et médecin référent du dispositif Hors des murs que nous allons vous présenter. Je laisse mes collègues se présenter. Bonjour, Anne Cormier, donc la pétillante. Je suis coordinatrice du dispositif Hors des murs Vexin et je suis psychomotricienne en libéral aussi. On verra tout à l'heure que ça avait son importance pour ce dispositif. Bonjour à tous, donc moi c'est Noémie Lode et je suis éducatrice spécialisée du coup sur le dispositif Hors des murs du Vexin qui a ouvert l'année dernière. Donc, ce projet Hors des murs est né d'une rencontre entre deux partenaires, donc la CPTS du Vexin francilien. Pour rappel, on en a parlé ce matin, mais la CPTS, c'est la communauté professionnelle territoriale de santé. Donc, c'est le regroupement de professionnels libéraux sur un même territoire. C'est une association et donc la volonté de ces professionnels, c'est de répondre aux besoins en matière de santé de la population de leur territoire. La CPTS du Vexin, vous avez le territoire là sur la petite carte. Elle est assez étendue puisque pour nous, elle va d'ouest en est de la Roche-Guyon à Valangoujar et du nord au sud de Char à Serincourt. Ça, c'est le premier partenaire qui est allé à la rencontre du deuxième, l'IME du Bois d'en Haut. Donc, avec mon collègue, le docteur Boineau, on est allé rencontrer il y a quelque temps déjà Patrick Golub, qui était alors directeur de l'IME. Puisqu'on rencontrait un problème, nous, sur notre CPTS, c'était le manque de ressources pour la prise en charge des enfants porteurs d'un trouble du neurodéveloppement et de TSA en particulier. Et donc, on est allé chercher les référents dans le domaine. Et donc, on a choisi de rencontrer l'IME du Bois d'en Haut. On avait, nous, sur le territoire, des professionnels libéraux motivés pour travailler dans ce sens. L'IME avait l'expertise avec déjà un hors des murs qui fonctionnait sur l'agglomération de Cergy. Et donc, on a décidé ensemble de répondre à un appel à manifestation d'intérêt de l'ARS, donc pour l'ouverture d'un dispositif hors des murs qui répondrait aux besoins d'accompagnement psychoéducatif, de soins et de rééducation de 10 enfants, adolescents et jeunes adultes de 0 à 20 ans. Et donc, ce dispositif a ouvert en septembre 2024.
Donc, on avait en effet l'expérience déjà du hors des murs avec une première équipe sur le hors des murs Aglo, qui est ici aussi. La différence là, c'est qu'on fonctionnait avec des paramédicaux libéraux. Donc, il y a deux objectifs, deux missions dans ce hors des murs. Il y a d'abord un accompagnement direct pour ces 10 jeunes, avec des interventions sur tous les lieux de vie et d'apprentissage de ces jeunes. Donc, c'est à domicile, à la crèche, à l'école, au collège, là où ils sont en fait, et sur le sport, le yoga, et évidemment dans les cabinets des paramédicaux en libéral. Donc, c'est vraiment une coopération territoriale avec la CPTS, mais aussi avec l'éducation nationale et aussi avec les mairies pour les centres de loisirs, les activités sportives. Le rôle du dispositif, donc, c'est de coordonner l'accompagnement et de mettre en place des outils de structuration pour rendre l'enfant disponible dans ses apprentissages. Ses relations familiales aussi, son sommeil, son alimentation, ses loisirs. On coordonne, donc l'éducatrice référente intervient partout, mais ne fait pas la place d'eux. C'est-à-dire qu'elle donne des conseils, elle donne des outils, elle aiguille, mais le but du jeu, c'est de pouvoir se retirer de cet accompagnement le plus vite possible et de rendre les professionnels compétents. Donc les interventions aussi sur au niveau des cabinets libéraux étaient intéressantes parce que ça permet vraiment aux libéraux d'exercer complètement leur spécificité en étant un petit peu dégagés des troubles du comportement qu'on connaît bien chez les enfants TSA. L'équipe donc de cet accompagnement direct, il y a les professionnels de l'IME qui ont été détachés pour le hors des murs. Donc il y a les éducatrices, Noémie Lode Lutinier et Jeanne Le Guyenne qui devait être là mais qui est malade. La psychologue Asna Benchek qui est garante du contenu des PPIA, des projets individuels, alors que les éducatrices coordonnent ces projets entre tous les intervenants. Il y a un enseignant aussi de l'éducation nationale, Anatole Aubin, qui fait le lien avec l'éducation nationale et qui nous ouvre les portes de l'école. Et c'est vraiment important parce qu'on sait que avec l'éducation nationale, il y a quand même intérêt d'avoir le même langage. Donc, ça facilite notre entrée. Et puis, à côté de ça, il y a les professionnels du soin et de la rééducation de la CPTS. Et actuellement, on collabore avec 15 paramédicaux en libéral. On a 6 orthophonistes, 5 psychomotriciennes, 4 ergothérapeutes qui reçoivent les enfants dans leur cabinet et avec lesquels nous sommes en échange constant. C'est des échanges par texto, par coup de téléphone, par visite des éducatrices pendant la séance des enfants, par groupe WhatsApp, enfin tout ce qui est possible et imaginable. On est en échange vraiment hebdomadaire en permanence. À côté de ça, donc ça c'était l'accompagnement direct. À côté de ça, il y a l'accompagnement indirect qui est important aussi pour l'inclusion. C'est tout ce qui peut être sensibilisation. Alors nous, notre façon de sensibiliser, c'est d'intervenir justement à l'école auprès des enfants aussi qui entourent l'enfant que nous accompagnons. C'est-à-dire pouvoir faire des petites interventions en classe pour expliquer aux copains que voilà, qu'est-ce que c'est l'autisme ou qu'est-ce que c'est le TND et qu'est-ce que ça peut entraîner comme éventuellement troubles sociaux, troubles du comportement. Et on sait que l'inclusion, elle passe d'abord par les enfants. Et puis, c'est aussi la sensibilisation des animateurs du centre de loisirs. Quand un enfant est accompagné, un enfant que l'on suit est accompagné aussi par le centre de loisirs, eh ben, on soutient un petit peu les animateurs en leur donnant des petits tips aussi, des stratégies, et puis on distribue des outils également. Voilà, ça c'est la sensibilisation. L'autre accompagnement indirect, c'est aussi la formation. Et là, on a des spécialistes, dont Jérôme Litchley, qui vient aussi former à l'IME, à la CPTS. Et ces formations sont ouvertes aux professionnels, aux parents, mais également aux professionnels du droit commun. Par exemple, si on travaille avec un boulanger parce que notre mission pour un enfant, c'est qu'il puisse acheter son pain au chocolat le matin, eh ben, on invite le boulanger à la formation aussi pour qu'il soit plus à l'aise dans l'accompagnement.
Et on invite aussi évidemment les enseignants, les animateurs de centres de loisirs. Alors, il peut y avoir des sensibilisations à l'autisme, des formations sur la gestion des troubles du comportement, sur les troubles de l'alimentation, sur les particularités sensorielles. Voilà. Et elles sont financées à la fois par l'IME et la CPTS. Donc, les objectifs, c'est donc de favoriser et maintenir l'inclusion de ces 10 jeunes, mais c'est aussi de contribuer à la politique d'inclusion dans le Vexin. Donc l'inclusion est scolaire, mais aussi sociale, et on s'attache vraiment à développer les compétences de tous les acteurs. Donc le public accompagné, comme on le disait tout à l'heure, sont des jeunes de 0 à 20 ans. Actuellement, sur l'accompagnement, on a des jeunes de 3 à 18 ans, âge au moment de l'admission. Donc, ça peut être un public en situation d'inclusion scolaire ou d'inclusion dans le droit commun. Donc, c'est des enfants, des adolescents qui évoluent de l'âge de la crèche jusqu'au cycle secondaire. Ça peut être aussi un public en transition vers l'âge adulte. Donc, on a un jeune de 18 ans dont c'est le cas actuellement, que ce soit dans le milieu protégé ou ordinaire. Et à la marge, on peut aussi avoir un public sans solution, qui présenterait des besoins plus marqués d'un accompagnement en IME, mais qui, faute de place, bénéficie d'un accompagnement sur le dispositif. Donc concrètement, concernant les admissions, donc les demandes d'admission, elles sont étudiées conjointement entre la MDPH, la CPTS et l'IME. Le dispositif, l'inclusion au sein du dispositif nécessite une notification IME, sans qu'il soit question pour autant d'une admission en IME dans les murs par la suite. Et ça, on accompagne les familles sur ce sujet-là. À l'issue de la notification, donc un contrat de séjour est signé après un bilan pluridisciplinaire avec les représentants légaux de l'enfant en présence du directeur de l'IME. À partir de là, les prestations en libéral, généralement, les libéraux qui suivent l'enfant continuent de le faire. Et puis ceux qui n'avaient pas de prise en charge en libéral, la CPTS permet de trouver les professionnels qui vont pouvoir prendre en soin l'enfant. Donc tout ça est financé après par l'IME dès que le contrat de séjour est signé. Donc au départ, en septembre 2024, donc quand on a créé le dispositif, il a fallu le développer aussi, se faire connaître dans le Vexin. Donc en septembre, moi je suis allée, alors là c'est là que je disais que mon métier, ma formation de base qui est psychomotricienne en libéral était importante aussi, parce que je suis allée rencontrer les paramédicaux de la CPTS du territoire du Vexin pour faire le lien et puis pour les motiver à travailler avec nous. Je sais très bien que les libéraux sont sursollicités par de nombreux dispositifs et sont un petit peu noyés là-dedans et n'ont pas toujours envie de s'investir. Donc, il fallait créer vraiment une vraie motivation à le faire. Donc, c'était une vraie rencontre. Et puis, mais c'était pas qu'une rencontre, il fallait aussi mettre en place des moyens financiers pour que ça fonctionne. Parce que c'est vrai que certains dispositifs financent des séances, mais financent des séances bien en dessous du financement ordinaire. Là, on voulait qu'il y ait une vraie collaboration, une vraie coopération avec eux. Donc, on souhaitait, quand on a fait le dossier pour l'appel à manifestation d'intérêt, que soient pris en compte non seulement les séances des libéraux, mais également tous les temps de réunion et de construction des projets individuels. C'était très important pour nous. Et c'est vrai que c'est ça qui fonctionne bien maintenant, d'où le fait qu'on a beaucoup aussi de libéraux. C'est intéressant pour tout le monde, en fait. Ensuite, on a eu une rencontre avec la MDPH parce qu'il fallait aussi bien faire connaître notre dispositif à une époque où les dispositifs se multiplient. Donc, on a présenté notre dispositif. On a étudié ensemble avec la MDPH différents dossiers. Et 2 travailleurs sociaux du service évaluation sont actuellement complètement au fait de notre dispositif et travaillent vraiment main dans la main avec nous, ce qui facilite les admissions, ce qui facilite les notifications, l'accélération et la facilitation. Donc c'est chouette. On aime bien travailler avec la MDPH.
Ensuite, il y a eu les premiers contacts avec les familles qu'on a reçus dans le bureau du dispositif, parce que c'est juste un bureau, vous l'aurez bien noté, c'est un bureau qu'on a. On fait aucune intervention chez nous. On intervient vraiment à l'extérieur. Donc, il fallait expliquer aussi le système de notification IME pour les enfants, tout en n'étant pas un IME, puisque notre objectif, je vous le rappelle, c'est vraiment l'inclusion. Donc, il fallait faire comprendre aux parents que c'est pas parce qu'ils avaient une notification IME pour leur enfant que l'entrée en IME serait facilitée. Et à contrario, pour d'autres parents, il fallait les rassurer sur le fait que c'est pas parce qu'ils avaient une notification IME qu'on leur prendrait de force leur enfant pour les mettre à l'IME. Donc c'était vraiment, il y avait vraiment un gros travail de compréhension. Voilà. Donc concrètement, concernant l'admission et l'accompagnement, donc après avoir sélectionné le dossier d'un enfant, les premières évaluations sociales, sensorielles, éducatives et psychoéducatives sont faites, donc généralement au domicile de la famille, pour valider l'admission et la signature du contrat de séjour. On recueille bien sûr les attentes des familles qui sont au cœur de la prise en charge de leur enfant. Rapidement ensuite, on fait la première réunion de projet individualisé en présence toujours de la famille et de tous les intervenants du hors des murs et des libéraux qui sont déjà en place, ce qui permet de déterminer 3 à 6 objectifs principaux autour de la pédagogie, de la communication, du comportement, des habiletés sociales. Donc on définit ensemble ces objectifs, toujours en tenant compte des priorités de la famille, bien sûr. Et donc, ces objectifs sont ensuite travaillés de façon transversale sur tous les lieux de vie et d'apprentissage de l'enfant. Chaque professionnel donc, garde sa spécificité éducative ou rééducative, mais va mettre en œuvre les mesures nécessaires pour atteindre ces objectifs. Tout ça, c'est coordonné par l'éducatrice qui se rend régulièrement sur tous les lieux de vie de l'enfant, donc au domicile, dans les écoles, au centre de loisirs, sur les lieux de loisirs en dehors. Donc, ça se manifeste concrètement par des interventions 2 à 3 fois par semaine par l'éducatrice, comme je le disais, au domicile, en présence de la famille. Dans les écoles et sur tous les lieux de vie. Les séances en libéral, donc d'orthophonie, de psychomotricité, d'ergothérapie, sont également toutes les semaines, avec des interventions ponctuelles de la psychologue du dispositif et de l'enseignant spécialisé du hors des murs. Donc, à chaque étape, on a des échanges entre tous ces professionnels, des interactions avec la famille, toujours avec ces objectifs en tête. Et donc, 1 an plus tard, et là, on commence à y arriver. Les prochaines semaines, on va démarrer ces évaluations-là. On fait une évaluation à 1 an pour voir où on en est des objectifs fixés initialement et puis définir de nouveaux objectifs. Et donc, un travail de nouveau de coordination entre tous les professionnels et avec la famille pour atteindre ces objectifs prioritaires. Voilà, entre septembre 2024 et aujourd'hui, on a 10 admissions qui ont été validées et qui sont en cours d'accompagnement et une liste d'attente commence à se profiler. Donc, en conclusion, ce qu'on peut retenir de cette coopération du dispositif hors des murs et de la CPTS, c'est que les interventions sont coordonnées sur tous les lieux, donc plus rapidement généralisées pour les enfants. Les exigences sont les mêmes partout, les outils sont les mêmes partout, donc sont compris de l'enfant. Les évaluations et actions sont mises en commun et échangées entre tous les intervenants en permanence, réévaluées. Le PPIA, il peut être réévalué en cours d'année autant que nécessaire. Donc toujours avec les parents, l'équipe de l'IME et les paramédicaux en libéral. Donc, il y a une plus grande implication vraiment de chaque acteur qui garde en tête le projet individuel. Et comme en effet, comme tu le disais, on n'a que 3 à 6 objectifs
prioritaire, il reste en tête de chacun. Et on peut imaginer, par exemple, je donne souvent cet exemple-là, mais si on décide que l'objectif prioritaire d'un enfant sera qu'il acquiert la propreté, eh ben, aussi bien les paramédicaux que les parents, que à l'école, peut-être qu'on démarrera chaque séance par « Allez, tu vas faire un tour aux toilettes » avec le protocole mis en place par l'éducatrice. Mais en tout cas, chacun se sentira impliqué par cet objectif. Les paramédicaux qui, au départ, pouvaient être un petit peu réticents, qui avaient peur de notre façon de travailler, de nos formations. C'est vrai qu'on a des formations très, très pointues, avaient peur qu'on change un peu leur façon de travailler. Or, il n'en est rien. Chacun travaille vraiment comme il a envie. Juste, on s'accorde sur nos objectifs. Et les paramédicaux ont vite senti qu'ils étaient soutenus par les méthodes éducatives mises en place. Donc finalement, c'était tout bénef pour tout le monde. Les parents sont hyper impliqués aussi. Ils n'ont pas le choix. C'est vraiment dès le départ, ça fait partie du contrat. On va pas travailler à côté d'eux. On va pas travailler dans la chambre de l'enfant pendant qu'eux seront dans la cuisine. Non, on travaille ensemble. Eux aussi doivent s'impliquer, mais par contre, ils sont soulagés du rôle de coordonnateur de projet quand avant ils emmenaient leur enfant à droite, à gauche et avaient des injonctions peut-être un petit peu différentes d'un endroit à l'autre. Bon, ben là, c'est vraiment coordonné. Voilà, maintenant, Noémie va nous faire part d'une situation qu'elle suit. C'est parti. Du coup, moi, je vais vous présenter la situation d'un jeune homme de 18 ans, donc, que je vais prénommer D. Il est non scolarisé, a un diagnostic de TSA, TDAH et des troubles visuels. Donc, en fait, il a été de nombreuses années à l'IME depuis qu'il a environ 7 ans jusqu'à 18 ans. Mais depuis quelques temps, cela ne passait plus bien du tout. Il avait de plus en plus de troubles du comportement, il mettait en échec tout ce qui était proposé par l'équipe éducative et il ne supportait plus d'être en groupe. Donc en fait, avec l'ouverture du dispositif du Vexin et après avoir échangé avec l'équipe de l'IME, il a donc été décidé qu'il intègre le dispositif pour faire une coupure avec l'IME et repartir sur de bonnes bases. Donc de ce fait, une réunion d'admission a été programmée pour qu'il puisse intégrer le dispositif et une recherche de personnel paramédicaux a été faite par Anne Cormier, coordonnatrice du dispositif. Faut que je me dépêche ? Non. Quelques semaines après l'admission, la réunion de projet a été programmée. En amont, Madame Cormier, coordonnatrice du dispositif, s'est rendue au domicile pour recueillir les attentes de la famille et du jeune. Puis nous nous réunissons lors de la réunion de projet avec la famille, les professionnels qui accompagnent le jeune, ainsi que les professionnels paramédicaux. Nous échangeons et construisons ensemble, à partir des attentes de la famille, les objectifs de l'année à travailler, sachant que l'objectif prioritaire pour D est l'orientation vers le monde adulte. Je me suis mis en lien assez rapidement avec les professionnels paramédicaux afin d'échanger et d'observer les séances de D, proposer des stratégies, des outils de régulation si le besoin se présente, pour que la séance se passe au mieux. Le travail en collaboration est vraiment important pour que notre accompagnement soit cohérent. J'accompagne D dans tous les lieux de vie et d'apprentissage et je coordonne son projet personnalisé. Je suis en contact de manière régulière avec sa famille, soit par téléphone, soit au sein du domicile, où je me rends 1 à 2 fois par semaine. J'ai recherché une activité de groupe plaisante pour D. Il a donc intégré un cours de yoga après avoir fait une séance d'essai. L'idée était qu'il puisse réintégrer un groupe pour qu'il puisse développer les relations avec ses pairs et travailler les habiletés sociales. La communication et les échanges avec la professeure de yoga ont permis la bonne intégration de D au sein du groupe. Être partenaire, c'est aussi pouvoir proposer des formations quand elles se présentent, et c'est donc comme cela que la professeure de yoga a participé à une sensibilisation à l'autisme au sein de la CPTS. De nombreux partenaires ont pris part à cette sensibilisation, que ce soit les familles ou les paramédicaux de la CPTS. Les regards croisés et les expériences de chacun sont une force dans l'accompagnement. Pour répondre aux objectifs de son projet personnalisé, j'ai également fait la recherche de différents stages. Il a donc commencé un stage en milieu ordinaire mi-septembre au magasin Biocop, et j'aimerais qu'il puisse continuer à expérimenter différents lieux pour pouvoir se projeter sur son avenir, donc au sein des ZAD par exemple, de lieux de vie ou d'autres structures en milieu ordinaire. Je terminerai par dire qu'il est important de sensibiliser les acteurs du droit commun à travers des formations, mais aussi de pouvoir collaborer avec différents professionnels pour la continuité de l'accompagnement. Voilà, merci. Merci beaucoup pour la présentation de ce dispositif, Christelle, Anne et Noémie. Alors maintenant, je vais accueillir, s'il vous plaît, Asna Benchek,
la pétillante Asna. Enfin, c'est les gens que je connais. Kevin Lecomte et Vanessa Rousseau de l'APF France Handicap, qui vont nous parler de 2 dispositifs. Les PDAP et la plateforme de coordination et d'orientation. Je vous laisse vous présenter. Merci. Bonjour, oui. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Vanessa Rousseau, adjointe de direction sur le pôle enfance APF 95. Et donc, on va vous présenter tous les 3 une petite vignette clinique qui pourra vous illustrer la coopération du coup entre le pôle enfance, plus précisément la plateforme de coordination et d'orientation, le dispositif du CPTS du Vexin et l'IME du Bois d'en Haut. Je vais laisser les collègues se présenter. Bonjour à tous, donc moi c'est Asna Benchek, je suis psychologue sur l'IME du Bois d'en Haut et plus particulièrement sur le dispositif hors des murs, agglomération de Cergy et Vexin. Bonjour, donc moi c'est Kevin Lecomte et je suis chef de service pour les 2 plateformes portées par le CAMS, donc la PDAP et la PCO, donc la plateforme de diagnostic autisme de proximité et la plateforme de coordination et d'orientation. Alors, juste pour commencer, je souhaitais faire un petit focus sur notre association APF France Handicap. Donc, notre association soutient les droits des personnes depuis 90 ans. Donc, elle a 85 000 acteurs adhérents, personnes accueillies, salariés et bénévoles. 575 structures composées de délégations, d'établissements sociaux, médico-sociaux et d'entreprises adaptées. Et donc, grâce aux dons de 160 000 donateurs, cela nous permet aussi de développer nos actions de proximité. Les 4 grandes missions d'APF France Handicap sont donc défendre les droits des personnes, accompagner leur quotidien, rompre l'isolement et changer le regard. Notre projet associatif actuel se nomme Droit devant, droit d'avenir, soyons le changement. Je vais donc présenter le pôle enfance 95. Donc, le pôle enfance 95 est né du coup de la réunification, on va dire, du CESAD avec ses 2 antennes, l'antenne d'Aubonne et de Saint-Ouen-l'Aumône. À l'époque, le CESAD était sur le site de Pontoise. Et donc, aujourd'hui, il est arrivé, donc il a déménagé sur Saint-Ouen-l'Aumône depuis l'année dernière. Et le CAMS. Donc, ce pôle enfance a été créé en 2019. Et donc, depuis 2019, on a vraiment une coopération déjà entre nos services. Au sein du CAMS, donc ce petit schéma le démontre un petit peu. Donc, le CAMS porte aujourd'hui la plateforme de diagnostic autisme de proximité depuis 2020 et donc la plateforme de coordination et d'orientation depuis donc 2024. Ça a fait 1 an, du coup, au mois de septembre, il y a donc 1 mois. Donc, je vais vous présenter du coup un petit peu plus précisément la plateforme de coordination et d'orientation. Donc, vous voyez à l'écran du coup le secteur géographique de la plateforme de coordination et d'orientation. Donc, au niveau des communes, on va de Magny-en-Vexin au plus à l'ouest jusqu'à, alors je ne vois pas trop, mais le maximum c'est, mince, je ne vois plus. Bellefontaine, voilà, c'est ça. Merci Asna. Et donc, au plus au sud, Pierrelet. Et donc, au plus au nord, je ne sais plus, Arnouville. Oui, c'est ça. Oui. Donc, la plateforme de coordination et d'orientation accompagne pour le moment les enfants âgés de 0 à 6 ans. On a une phase de déploiement à partir du mois d'avril prochain sur les 7-12 ans. Pour le moment, on accompagne donc les 0-6 ans habitant donc ce secteur géographique couvert par la PCO et présentant ou susceptibles de présenter des troubles du TND. Donc, pour adresser des enfants sur la plateforme de coordination et d'orientation, vous pouvez trouver sur le site .gouv le livret de repérage et d'adressage qu'on vous a mis juste à côté en illustration. Et ensuite, suite à la réception de ce livret de repérage et d'adressage, nous mettons en place une commission d'admission
qui nous permet d'évaluer si l'enfant a bien un besoin en accompagnement. Donc, on déclenche ce qu'on appelle des forfaits d'intervention précoce. Et donc, cette commission est composée de 3 coordinateurs de parcours, une conseillère en économie sociale et familiale, une assistante administrative et donc Kevin, ici présent, chef de service. Pour pouvoir être orienté sur la PCO, il faut également avoir une couverture sociale. Par contre, la petite subtilité, c'est qu'il ne faut pas avoir de dossier, alors un dossier MDPH, oui, mais pas d'allocation d'enfants handicapés reconnu au niveau du dossier MDPH. Donc, l'émission de la PCO, du coup, c'est le dépistage précoce des TND, notamment par un premier parcours de diagnostic. Donc, plus tôt l'enfant arrive sur la plateforme de diagnostic, plus tôt il va pouvoir avoir une évaluation grâce au forfait d'intervention précoce en ergothérapie, psychologie ou psychomotricité. Ces premiers forfaits d'intervention précoce ne sont pas forcément systématiques sur les 3 corps de métier, mais en tout cas, ça permet déjà un premier niveau d'information. Ça leur permet également de mettre en place un premier parcours d'accompagnement en libéral grâce à ces forfaits d'intervention précoce qui durent en moyenne 1 an. L'enfant peut être accompagné sur 35 séances et donc c'est donc la plateforme de coordination qui finance ces forfaits d'intervention précoce. On a aussi tout un rôle de coordination des parcours, étant donné qu'on a donc 3 coordinateurs de parcours sur la plateforme de diagnostic autisme. Ces coordinateurs de parcours font le lien très régulièrement avec les libéraux, avec les familles. Ils reçoivent également les familles dans un premier entretien pour recueillir également leurs demandes, leurs questions. Je pense qu'on aura peut-être d'autres questions après, mais on ira un petit peu plus précisément sur l'émission de la PCO. Et donc, on assure également une fonction ressources auprès des libéraux, ressources auprès des écoles, ressources auprès des crèches ou lieux d'accueil enfants-parents. Enfin, si on a des demandes au niveau de la fonction ressources de la PCO, les coordinateurs de parcours peuvent être là aussi pour des actions de sensibilisation. On a également une testothèque au niveau de la PCO pour les libéraux qui sont en conventionnement avec la PCO. Voilà. Sensibiliser et former les professionnels de santé. Donc, le parcours de la PCO, donc rapidement, donc on vous a fait un petit schéma. Je vous laisse peut-être le lire pour ne pas prendre trop de temps après sur la vignette clinique. Voilà, donc ça vous montre du dépistage, le dossier de l'enfant qui est retenu sur la PCO, la première rencontre. Il y a une synthèse de mi-parcours au milieu du forfait d'intervention précoce et ensuite donc, lors de cette synthèse de mi-parcours, on invite bien sûr les libéraux qui accompagnent l'enfant au niveau de son parcours. Les parents également font partie alors, ils ne sont pas forcément présents à cette synthèse de mi-parcours, mais bien sûr, ils font partie de la co-construction du projet de l'enfant tout au long du parcours de l'enfant. Ensuite, un petit focus sur la plateforme de diagnostic de proximité. Donc, cette plateforme de diagnostic de proximité a le même secteur géographique que la PCO. Donc, elle est portée, donc, comme je vous le disais, par le CAMS. C'est une plateforme de diagnostic qui évalue. Donc, c'est vraiment un parcours assez court au niveau du diagnostic. Il faut compter environ 4 à 6 semaines pour que le diagnostic soit posé. Au niveau du parcours sur la PDAP, ça demande à peu près 3 à 4 mois, le temps qu'aussi on ait pu avoir une synthèse avec là pour le coup l'ensemble des professionnels qui ont fait ce diagnostic. Alors c'est un diagnostic de deuxième intention, c'est-à-dire que sur la PDAP, on vous a mis d'ailleurs les critères, hein, les enfants sont orientés s'il y a un doute diagnostique persistant malgré la prise en charge, une intrication avec d'autres troubles associés au TSA, un désaccord diagnostique entre les parents et le niveau 2, ou des troubles du comportement qui empêchent une évolution en libéral ou menacent la scolarité. Donc, on a également, nous, un questionnaire d'adressage qu'on transmet par mail qui est également sur notre site Internet au niveau du pôle enfance. Donc, les dossiers des enfants passent également par une commission d'admission composée du coup d'un pédopsychiatre, d'une psychomotricienne,
de 2 psychologues, d'une CESF et du coup du chef de service. Je crois que j'oublie personne qui est dans l'équipe. Merci. Voilà. Donc on va passer à la petite vignette clinique. Je vais passer la parole peut-être à Kevin Asna. D'accord. Merci. Donc effectivement, on a fait le choix de vous présenter la situation d'un enfant selon 2 axes. Un premier axe que je vais vous présenter qui illustre un parcours sans coordination avec, avec ces plateformes, avec ces 2 plateformes qui viennent d'être présentées, à savoir la PCO et la PEDAP. Donc un premier parcours sans la coordination, c'est-à-dire une situation prise en charge uniquement par le hors des murs Vexin. Et ensuite, mon collègue Kevin présentera la même situation, mais sous l'angle d'un parcours avec coordination. Voilà. Donc, c'est un enfant âgé de 3 ans au moment de l'admission sur le hors des murs Vexin, avec une suspicion de TSA. Donc, suspicion, ça veut dire que le diagnostic n'était pas encore posé. Une suspicion aussi d'anomalie génétique qui a entraîné une procédure en cours, une évaluation diagnostique sur le plan génétique. Et sur le plan scolaire, c'est un enfant scolarisé en petite section au moment de l'admission. Et la famille avait déjà lancé, avant même l'admission du hors des murs, avait lancé le dossier MDPH, donc avant l'entrée à l'école. Là, se présentent 2 problématiques, puisqu'au moment où le dossier MDPH est constitué, le diagnostic n'est pas encore posé. Ce qui fait que l'équipe d'évaluation de la MDPH ne peut pas réaliser une évaluation précise des besoins de Gabriel. Et ce qui en découle qu'il n'est pas possible d'évaluer ses besoins en termes d'accompagnement à l'école, mais aussi en termes de prise en charge, justement, au niveau des prises en charge en libéral. La deuxième problématique à laquelle nous, on a été confrontés après l'admission sur le hors des murs, Vexin, c'est l'importance des besoins. Puisqu'effectivement, sans AESH, les besoins de ce jeune enfant ne sont pas pris en charge de façon spécifique à l'école. C'est par exemple, pour vous donner quelques exemples, c'est un enfant qui n'est pas propre, voilà, qui a donc besoin d'un accompagnement vraiment soutenu et continu quand il se trouve à l'école, aussi bien pour des actes de la vie quotidienne comme la propreté, mais aussi pour son autonomie dans les activités et dans ses relations. Voilà. Donc après l'admission sur le hors des murs, tout ceci a rendu son inclusion difficile, et malgré l'intervention naissante des psychologues, des professionnels du hors des murs, l'accompagnement individualisé n'était quand même pas assuré. Et en dehors de l'accompagnement hors des murs, c'est-à-dire avant ça, malgré l'augmentation des besoins de cet enfant, la famille n'était pas non plus en mesure de financer des prises en charge en libéral sans AEH, sachant que, par contre, une fois que l'enfant est sur le dispositif hors des murs, les prises en charge en libéral sont financées par le dispositif. Voilà. Mais ça, en tout cas, ça posait ces problématiques aussi bien pendant l'accompagnement hors des murs, mais aussi en dehors de l'accompagnement hors des murs. Voilà. Je crois que je vais laisser la parole à Kevin, qui va du coup vous présenter la même situation, mais selon le parcours coordonné. Merci Asna. Alors effectivement, l'idée là, c'est de vous présenter une situation qui n'a pas eu lieu. Justement, on va reprendre la situation de Gabriel donc dans les mêmes conditions, mais cette fois-ci avec une coordination où la PCO et avec le renfort de la PDAP aurait pu intervenir et ainsi fluidifier le parcours de Gabriel jusqu'à son admission sur le dispositif HDM Vexin.
Donc là, la frise, on va essayer de vous schématiser très rapidement. Alors là, ce qu'on imagine, c'est donc l'admission de Gabriel à la PCO. Donc, il intègre la PCO à un instant T. Les coordinateurs de parcours prennent en charge la coordination de son parcours, l'envoient dans un premier temps en fonction de ses besoins, bien sûr, et de la prescription médicale vers des libéraux qui correspondent à ses besoins. Je pense à de la psychomotricité, on l'a dit tout à l'heure, à de l'ergothérapie ou de la psychologie. Donc, son parcours débute. Alors, je vais vous expliquer pourquoi c'est écrit PCO1 et PCO2 juste après. Donc, il intègre le parcours de la PCO. Pendant son parcours, on s'aperçoit que finalement, le diagnostic de Gabriel est plus complexe que ce qu'on imaginait, et donc les professionnels en libéral, et donc les médecins par extension, ne sont pas en mesure de pouvoir poser un diagnostic franc de TSA pour Gabriel dans un premier temps. Donc là, la PCO a la possibilité de faire appel à la PDAP, deuxième plateforme qu'on a présentée tout à l'heure. Donc là, la PDAP va proposer un parcours de diagnostic plus poussé, avec des évaluations standardisées sur une période donnée. Donc, ce qui se fait en parallèle, justement, c'est pour ça que j'ai voulu le schématiser de cette manière-là. Ce qui se fait en parallèle, bien sûr, c'est qu'au moment de l'admission à la PCO, nos équipes peuvent constituer un premier dossier MDPH. C'est ce que vous voyez tout en bas de l'écran. Le dossier MDPH, initialement, est prévu pour ou faire une demande d'AESH ou faire une demande d'AEH, dans l'objectif, justement, qu'à l'issue du parcours PCO, qui est de 12 mois, qu'à l'issue, l'enfant, ou en tout cas sa famille, ait les ressources financières nécessaires pour financer eux-mêmes les parcours en libéral, voire après ensuite intégrer un dispositif autre. Donc le dossier MDPH est en cours, Gabriel intègre la PDAP, donc il fait son parcours d'évaluation. On s'aperçoit que le parcours de la PDAP dépasse la première année, donc le PCO1. Donc là, on a la possibilité, dans certains cas, dans certaines circonstances, de faire un renouvellement. Donc là, du coup, ça passe en commission d'études aussi en interne, où on évalue si Gabriel a besoin ou non du coup d'un deuxième, du déclenchement de deuxième, comment dire, salve de forfait d'intervention précoce. Donc là, en l'occurrence, dans ce contexte-là et dans cet exemple-là, on va dire que oui. Donc là, Gabriel, à l'issue de la première année, n'a pas terminé son parcours n'est pas consolidé, son diagnostic n'est pas terminé, et donc on ne va pas le laisser sortir comme ça sans rien. On va le poursuivre donc sur une deuxième année, donc 12 mois supplémentaires. Alors 12 mois effectifs complètes ou pas, hein, bien sûr, si on va le voir là par exemple, voilà, il peut être sorti bien sûr avant les 12 mois supplémentaires. Donc la PDAP se poursuit jusqu'à le début de la deuxième année à la PCO. Le diagnostic est posé. Et donc Gabriel est atteint effectivement, présente effectivement un trouble du spectre de l'autisme. Et donc à ce moment-là, le diagnostic étant posé, on est en mesure de pouvoir du coup constituer un dossier MDPH d'orientation, maintenant qu'on a le diagnostic. Et donc là, pour le coup, l'équipe de la PCO va engager un deuxième, en tout cas un recours supplémentaire au dossier MDPH afin de travailler sur l'orientation. Donc là, pour Gabriel, en l'occurrence, on est sur une orientation IME HDM. Voilà, donc le parcours se poursuit. On voit ensuite que sur la partie MDPH, donc financement AEH en bas, la famille reçoit l'information selon laquelle ils peuvent bénéficier maintenant de l'AEH. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on l'a expliqué tout à l'heure, l'AEH, quand la famille dispose de l'AEH, ce n'est pas compatible avec un parcours PCO, parce que finalement, ça représente un double financement. Donc là, bien sûr, Gabriel ne peut plus bénéficier du parcours PCO. Donc là, on va enclencher pour le coup une procédure de sortie. Mais on ne va pas le laisser sortir sans rien, bien sûr, puisque dans un premier temps, la famille a les financements qu'on considère nécessaires avec l'AEH pour poursuivre le parcours libéral qui a été débuté grâce à la PCO. Alors, dans un premier temps, on pourrait imaginer que Gabriel va perdre l'aspect coordination de la PCO, puisque finalement, la famille va se retrouver livrée à elle-même avec le financement. Là, on a imaginé, dans le cas de Gabriel, alors ce n'est pas le cas forcément de tous les enfants, mais en tout cas pour cet enfant-là, on a imaginé un relais CPTS. La CPTS pourrait effectivement prendre le relais, donc avec le financement de l'AEH, donc un parcours avec des libéraux. La CPTS a aussi la plus-value de faire de la coordination, donc finalement la famille poursuit cette coordination
au CPTS. Donc, je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur le fonctionnement de la CPTS puisque je la maîtrise beaucoup moins. Et donc, à l'issue, au cours du parcours CPTS, on voit que Gabriel obtient son orientation en IEM. Et donc là, pour le coup, l'orientation, voilà, il peut tout à fait intégrer le HDM Vexin dans un second temps. Voilà, donc là, l'idée, c'était surtout de vous expliquer leur situation qui n'existe pas, encore une fois. C'est inspiré d'une situation de Gabriel. Mais là, ça souligne vraiment le bénéfice et la fluidité du parcours de Gabriel. S'il avait pu bénéficier d'un dispositif, en tout cas de la plateforme sur l'aspect diagnostic, en même temps on travaille le financement, la coordination et ensuite la poursuite jusqu'à le HDM Vexin. Tout à fait. Voilà. Merci. Merci Asna, Vanessa et Kevin pour cette présentation. Donc si je comprends bien, la PCO ne fait pas que du dépistage, elle peut aussi faire le diagnostic. Ok. Et alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler en ce moment le temps d'attente entre le dépôt du dossier et la rentrée en admission sur la PCO? Alors sur la PCO actuellement, elle est assez rapide, puisqu'entre le moment où on reçoit le dossier donc complet de la famille et l'admission de l'enfant à la PCO, on est sur un délai de 3 semaines à 1 mois maximum d'admission. Alors ça ne veut pas dire que le parcours débute à ce moment-là, puisque on a des ressources limitées, bien sûr, on conventionne avec des libéraux, on a des places limitées, et donc actuellement toutes les places sont prises. Et donc, on est obligé de créer une liste d'attente finalement en interne où l'enfant a intégré le parcours PCO, mais ne peut démarrer son parcours en libéral que lorsqu'une place se sera libérée dans un cabinet. D'accord, je vous remercie. Merci beaucoup. Juste rappeler qu'on a un cahier des charges PCO. Il faut qu'on réponde vraiment dans les 3 semaines aux familles qui nous sollicitent. Donc, c'est vrai qu'après, par contre, c'est à nous d'être proactifs et d'avoir un réseau de libéraux suffisamment étayé pour pouvoir faire du conventionnement très vite. C'est bien qu'on mette un petit peu la pression. Merci beaucoup. Alors, oui, vous pouvez rester là si vous voulez, parce qu'il va y avoir un temps de questions. 15 minutes de questions au sujet de ce dispositif, mais aussi des deux précédents qui vous ont été présentés. Oui. Madame. Par rapport à la présentation du hors-les-murs qu'on a fait tout à l'heure, je retrouve des choses, il me semble, qui ressemblent à ce que fait un CESAD. Si j'ai bien compris, il y a quand même une dimension médicale ou paramédicale beaucoup plus accentuée, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu la différence entre le hors-les-murs et le CESAD? Anne, oui. Alors, en fait, c'est pareil, c'est pareil, dans l'absolu, c'est pareil. La différence, c'est que le hors des murs ne fonctionne pas à l'acte, alors qu'un CESAD fonctionne à l'acte. Nous, on va privilégier, par exemple, un enfant a du mal avec les repas. Il a besoin de diversifier son alimentation. Et là, on a besoin d'intervenir de façon très intensive. Donc, on va intervenir de façon très intensive tous les jours de la semaine, pendant 3 semaines, par exemple. Un CESAD n'aura pas cette possibilité-là puisqu'elle a des actes limités. Mais c'est tout. Autrement, le fonctionnement est vraiment le même. À part que là, comme on dépend d'un IME et que c'est une notification IME et pas un CESAD, et aussi c'est l'IME qui finance les prestations paramédicales. Si je peux juste ajouter, effectivement, dans les faits, ça fonctionne plutôt pareil, les modalités sont hors des murs, etc. Effectivement, la première grande différence, c'est que on n'est pas limité en termes de nombre d'interventions. C'est pour ça qu'on a aussi des effectifs qui sont moins importants que ceux des CESAD, qui accompagnent beaucoup plus de situations. Et la deuxième grande différence, c'est notre première intention sur un dispositif hors des murs, ça va être l'accompagnement indirect, c'est-à-dire qu'on va agir plutôt, on va intervenir plutôt auprès de l'environnement,
Donc les équipes enseignantes, les accompagnants, les acteurs du droit commun, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, alors que le CESAD, en première intervention, il va intervenir directement, dites-moi si je me trompe, hein, les professionnels des CESAD, il va intervenir en première intention auprès de l'enfant. C'est pour ça que, par exemple, dans les écoles, on voit souvent des équipes de CESAD qui sortent l'enfant de la classe pour faire des prises en charge, parce que ça répond aux besoins du projet personnalisé. Nous, sur le hors des murs, on va vraiment intervenir au sein même de la classe et plutôt à distance de l'enfant. On va plutôt travailler avec les équipes. Voilà, c'est les deux grandes différences. Je rajouterais également que sur le CESAD, on est donc une équipe pluridisciplinaire avec aussi ergothérapeute, psychomotricien, voilà, psychologue. C'est aussi ça qui fait aussi la différence. Mais en effet, après, je rejoins les collègues. Juste un petit détail aussi, c'est qu'un CESAD a souvent un lieu de travail pour travailler avec des petits groupes. Et nous, on n'a vraiment pas de salle. On part vraiment du principe qu'on va aller travailler avec l'enfant dans un but d'inclusion. Donc, ça va être, on va plus travailler sa sociabilité dans un centre de loisirs ou dans une cour d'école avec les enfants et pas dans un groupe de même pathologie. Est-ce qu'on peut rajouter aussi que la notification est différente? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a encore 10 minutes pour les questions. Il faut les utiliser ces 10 minutes, parce que sinon je vais angoisser de ne pas respecter le cadre. Alors, j'ai posé une question bizarre. Bonjour, pardon. En fait, quand vous tous réunis, quand vous décrivez les situations, quand vous décrivez votre travail, c'est super, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais j'ai une notion d'enfant élu. Je ne sais pas comment vous dire ça. J'ai l'impression que c'est un certain nombre d'enfants qui sont pris en charge, alors que la MDPH ce matin nous explique qu'il y a quand même des milliers de personnes, des milliers d'enfants ou d'adultes qui sont en galère, pas possible. Et là, vous nous donnez des chiffres qui sont minimes. Et c'est pas un reproche, hein, c'est juste comment vous, au quotidien, vous sélectionnez, ou est-ce que ça vous tombe dessus comme ça? Enfin, comment ça se travaille tout ça? En fait, notre dispositif, il est quand même destiné à maintenir en inclusion les enfants. Donc, c'est vrai que les dossiers retenus vont être des dossiers d'enfants TSA pour qui l'inclusion a vraiment du sens. Des enfants qui ne sont pas en souffrance dans le milieu scolaire, mais qui peuvent être mis vite en difficulté ou en souffrance d'ailleurs si il n'y a pas un travail fait avec tous les intervenants justement de compréhension et d'outils facilitant. C'est plus dans ce sens-là. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, on a 10 enfants accueillis dans le hors des murs. C'est une goutte d'eau, on est complètement d'accord. Mais il y a les dispositifs se multiplient, donc il y en a un petit peu plus aussi. Après, on essaye toujours de bidouiller des petites choses. Là, par exemple, on sait qu'il y a beaucoup de fratries. Là, en ce moment, on est en train de travailler avec la MDPH pour ne pas faire d'admission pour 2 frères, en l'occurrence, d'enfants qu'on a déjà accueillis. Parce que comme on travaille déjà beaucoup avec la famille, on se dit ce serait dommage de faire une admission pour le petit frère alors que le travail est déjà fait. Donc, on a trouvé un autre système de plan d'accompagnement global, en fait, pour pouvoir être là et garder les places disponibles pour des enfants qui en ont vraiment besoin. Mais aussi à la marge, c'est vrai que c'est à la marge parce que on va prendre un enfant, on va accompagner un enfant qui est en grosse difficulté à l'école ou même déscolarisé, qui est vraiment en situation complexe. On ne va pas pouvoir faire de miracle non plus avec lui. On va travailler sur l'inclusion sociale, on va l'emmener au centre de loisirs ou en activité sportive parce qu'on s'est rendu compte qu'il suffit quelquefois d'un rien pour qu'un prof de sport qui a peur du handicap en général, peur de l'autisme, finalement, on accompagne l'enfant 1 ou 2 séances et puis le prof, il se dit non, ça va, c'est facile en fait, et il va en accompagner d'autres. Donc c'est vrai qu'on œuvre plus pour l'inclusion en général, pour que ça fasse des petits en fait et que l'inclusion soit plus facile pour d'autres. Mais c'est vrai que c'est 10 enfants et c'est une goutte d'eau. On est bien d'accord. Mais on espère une extension à partir d'avril pour 5 autres enfants déjà. Ce sera bien. On espère. Oui.
Effectivement, sur le Vexin, pour l'instant, il y a 10 enfants. Très prochainement, il y en aura 15. Sur le hors des murs agglomération, on a un effectif de 30 enfants. C'est sûr que ça ne sera jamais suffisant. Ça ne sera pas à la hauteur des besoins. On en a parlé encore ce matin. Mais je pense qu'au-delà du côté élitiste, je pense que, oui, ça peut donner tout à fait cette impression-là. Mais au-delà de ça, je pense que, comme l'a dit Anne tout à l'heure, c'est vraiment une réponse aux besoins qui doit être différente. Nous, on a le hors des murs est rattaché, fait partie de l'IME du Bois d'en Haut. Sur l'IME, totalement, on est à 115 enfants. Donc voilà, on est sur un chiffre déjà, un nombre plus important. Mais parce qu'il y a des enfants pour qui l'accompagnement à l'IME à temps plein, de façon continue et soutenue, s'est adapté, ça répond à leurs besoins. Et il y a des enfants, Jérôme l'a dit, on l'a dit ce matin, mais il y a que 30 à 40% des enfants TSA avec une déficience intellectuelle. Ça fait quand même beaucoup d'enfants qui peuvent continuer à être à l'école, Et comme l'a dit Anne, il faut venir faire en sorte que ça se maintienne, en fait, cette inclusion scolaire. Donc, c'est pas juste élitiste, c'est plutôt en réponse aux besoins spécifiques. Mais maintenant, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de place. Effectivement, vous avez raison. Alors, du coup, je vais apporter aussi une réponse du côté de la PCO et de la PDAP. Alors, surtout le pôle enfance, le CAMS accueille jusqu'à 200 enfants en file active. Pour le CESAD, on est à 86 enfants, dont 10 places TSA. Pour la PDAP, alors c'est pas en nombre d'enfants, là on est plutôt sur un nombre de diagnostics annuels, donc ça je vais pas forcément m'étaler là-dessus, mais la PCO actuellement on est à 210 enfants en file active, et ça continue d'augmenter, et ça va continuer d'augmenter avec l'ouverture de la 7-12 ans, l'extension. Donc élitiste, non, mais c'est vrai, mais je comprends tout à fait. Après, l'idée aussi de la PCO, c'est de pouvoir recevoir en première intention, d'essayer un petit peu de comprendre la situation, de voir les besoins de l'enfant et de réorienter là où c'est le mieux. Justement, l'idée, c'est de ne pas faire une mauvaise orientation ou que l'enfant attende quelques années en liste d'attente pour un établissement qui finalement s'avérait pas le bon, enfin, qui aurait très bien pu répondre, mais en tout cas qui était pas forcément le bon. Donc, mais je comprends votre point de vue. Effectivement, on manque cruellement de place dans tous les cas. Ça génère aussi souvent de la frustration chez nous, professionnels. Il y avait encore une autre question. Oui, là. Bonjour. Je suis désolée, mais je suis arrivée il y a quelques minutes. Peut-être que vous l'avez dit tout à l'heure. J'aimerais savoir si ce dispositif qui est incroyable et qui devrait répondre qui répond bien évidemment à beaucoup de familles. Moi, je suis du département des Yvelines. Est-ce que ce dispositif est déjà mis en place dans d'autres départements que dans le 95, que dans votre structure, ou enfin voilà. Est-ce que ça va être développé? D'accord. Je ne sais pas particulièrement, mais c'est vrai que ça se développe de plus en plus. C'est financier aussi. On sait bien que la construction d'IME est aussi coûte très cher. Et puis c'est la politique d'inclusion qui fait son œuvre aussi. Et c'est vrai qu'on aimerait bien que l'inclusion fonctionne davantage. Juste pour compléter, à notre connaissance, en tout cas, la coopération IME-CPTS, comme on l'a créée sur le Vexin, c'est le seul dispositif existant en France à l'heure actuelle. Et on le présente aux Journées nationales des CPTS en novembre, avec l'espoir peut-être de faire naître des vocations dans d'autres CPTS. Et comme les CPTS, ce sont des dispositifs qui sont déployés sur tout le territoire, on verra l'impact que ça aura, cette présentation, mais ça peut permettre l'ouverture d'autres dispositifs ailleurs. Oui, merci pour ces questions. Il reste encore 3 minutes, donc si vous voulez, on peut prendre encore une question. Et aussi pour vous préciser que la personne qui vient de poser une question juste avant le docteur Fabre, c'est Sia, qui a créé l'extra typique dont je vous parlais ce matin, et qui peut vous couper les cheveux, et ceux de vos enfants. Merci pour ce super... ce que vous avez fait, c'est génial. Je vais pitcher, là. J'en profite. J'ai 2 minutes.
Donc, je suis la fondatrice de l'Extra-Typique, la première solution d'inclusion par la coiffure destinée aux extraordinaires pour leur apporter la dignité, la fierté et la beauté qu'ils méritent. Donc, c'est la toute première solution qui existe pour les enfants et adultes porteurs de handicap. Pour la petite histoire, je suis maman d'un enfant autiste et c'est suite à une mauvaise expérience chez le coiffeur que je me suis dit qu'il devait forcément exister une solution adaptée et je ne l'ai pas trouvée, donc je l'ai créée. C'était très facile d'ailleurs. Je rigole. Donc, c'est un camion itinérant qui se déplace dans les structures spécialisées dans les villes, qui a, comme je vous le disais, pour un objectif de l'inclusion. Donc, je suis devenue coiffeuse, socio-coiffeuse, et j'ai mes qualifications d'analyse comportementale. Et j'ai un espace Nozelel dans le camion, donc il est magnifique. C'est pas parce que c'est le mien, mais vraiment beau. Et puis voilà, donc vous pouvez m'appeler quand vous voulez. Et il est dehors, il est à l'extérieur, donc si vous voulez le voir, il n'y a pas de souci. Merci. Voilà, merci. Merci. C'est sans rendez-vous, hein. Quel pitch. Vous travaillez avant dans le marketing, non? C'est pas ça. Je sais bien, je sais bien. Alors, si vraiment il y a une dernière question rapide, on peut la prendre, sinon... Non, d'accord. Alors, on va passer à Pavo. Merci beaucoup pour votre intervention. On est impatient de découvrir les dessins de Pavo. Qui... Bon, alors, je me permets de te tutoyer, Jérôme. Je sais pas sûr, parce que en fait, j'ai dessiné ton fils. Parce que bon, voilà, cette histoire de réveil, tout ça, faut aussi penser aux conséquences. Donc, j'ai fait un petit dessin. Il y a trop de texte, mais bon. Voilà, encore un qui aurait besoin d'un bon psychologue. Qu'est-ce que j'ai encore? Alors oui, sur cette histoire de rencontre entre éduc et enseignants et de différences culturelles, j'ai deux petits dessins qui retournent un peu sur le même thème, mais bon. Alors le premier, je me suis imaginé un couloir au moment de la réunion parents-prof. On a tous vécu ça quand on est éduc. Voilà. Et puis, un dernier truc sur le même sujet. Allez, sans commentaire. Un peu de grossièreté. Allez, c'est tout pour l'instant. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Pavo. Quel talent. C'est bien, c'est un peu trash, ça j'aime bien. Et si je peux récupérer le premier dessin... Promis, promis. Ah, c'est adorable. À la fin de la journée, tu auras suffisamment de dessins, tu pourras commencer à te faire éditer une BD. Bravo en tout cas. Merci. Moi, je suis auto-édition parce que je suis un peu misanthrope. C'est comme souvent pour les dessinateurs. C'est pour ça que je suis caché en coulisses. Donc, je fais tout seul. Bon. En tout cas, c'est très impressionnant. Ouais, je suis la voix. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Tout à l'heure, Pavo.